Au Québec, bon, on se protège contre la grippe. Au Salvador, on se protège contre des gars qui décapitent votre famille. Donc, c'est pas Bon, tout à fait ici, la au moins, même c'était la grippe. révolution sécuritaire, là. Ici, on se protège de la pluie et des feux d'artifice, là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit un Mexicain. Bon, il n'est pas bronzé beaucoup, là, mais Jérôme, on l'adore. Il est allé se promener au Salvador, les bitcoins plein les poches. Puis on a une belle entrevue à faire avec vous. On va aussi parler de l'Iran, bien évidemment. Yes, merci Jérôme d'être là. Tu l'as vu. En fait, c'est toi qui me dis, j'arrive du Salvador, ça ferait parce que c'était potentiellement la dernière fois qu'on se parlait de la saison, en fait, il y a 2 semaines. Mais là, finalement, tu es revenu et tu as dit, si vous voulez jaser, je suis disponible parce que je reviens du Salvador, un petit peu de journaliste de terrain. En gros, tu es allé faire quoi là-bas? Ben justement, le journalisme de terrain, ça a été une expérience assez fascinante, très riche, stimulante. Donc, le but, c'était de monter, écoute, plusieurs reportages sur la situation au Salvador. D'abord, la révolution, là, la fameuse révolution sécuritaire de M. Bukele, hein, qui est ici, M. Nayib Bukele, Mhm. qui est au pouvoir depuis 2019, qui était maire de San Salvador depuis 2015. Donc, j'ai été principalement à San Salvador, la capitale, autrement dit Saint-Sauveur. J'aurais pu simplement descendre les marches pour aller en Basse-Ville, mais finalement, j'ai choisi un Saint-Sauveur un petit peu plus exotique. Donc, écoute, c'est vraiment un laboratoire d'une expérience politique, là, celle d'une transformation à vitesse grand V du pays sur le Montre la plan carte à sécuritaire. l'écran parce que Bonne c'est pas idée. tout le monde, c'est pas tout le monde qui est capable de se situer géographiquement très facilement, là. Donc, on voit la carte ici, le Salvador étant un pays d'Amérique centrale. Donc, le Mexique se termine ici. On a le Guatemala et juste après, Tout petit pays. donc, le Honduras, c'est ce petit pays ici là, qui a des frontières communes avec le Guatemala, le Honduras et je pense une partie du Nicaragua. Non, même pas. Je pense qu'ils n'ont pas de frontière commune avec le Pas vraiment, non. Nicaragua. C'est parce que le Honduras se termine ici. Donc, c'est très proche du Nicaragua, mais bon, donc c'est un petit pays ici dont, justement, comme tu le dis, là, la grande ville reste San Salvador. Exact. Un Voilà. petit pays, 6,6 millions d'habitants, donc c'est 2 millions de moins que la population du Québec. C'est actuellement le seul pays véritablement sécuritaire d'Amérique centrale. L'Amérique centrale, on le sait, il faut le rappeler, c'est le point de départ de la majorité des migrants qui vont vers les États-Unis. On dit souvent que c'est les Mexicains, il y en a beaucoup de Mexicains aux États-Unis, mais la crise migratoire des dernières années, c'est à peut-être 80 dont 70 de Centro-Américains, Hondureños, bon, des Honduriens, les Salvadoriens, il y en avait, mais là, ça a changé parce que Bukele forcément en retient une partie parce que bon, c'est plus vivable. Des gens du Nicaragua, Honduras, c'est peut-être beaucoup le Honduras quand même. Donc, l'Amérique centrale, qui est un lieu névralgique là, actuellement dans l'histoire du monde, là, c'est vraiment une région en fait qui est dévastée là, par justement les gangs, par la violence, le narcotrafic, la pauvreté endémique. Donc, c'est vrai, c'est sûr, c'est très pauvre. Moi qui, suis habitué au Mexique, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pauvre que le Mexique. Puis, Dieu sait que j'ai vu des coins pauvres au Mexique. Donc, c'est vraiment un niveau de plus. On a l'impression quand même d'arriver de haut. Par exemple, quand on arrive du Mexique en Amérique centrale, on tombe de haut d'une certaine façon. Et je sais que les Centra-Américains reprochent aux Mexicains d'ailleurs d'avoir un certain sentiment de supériorité envers eux. Donc, on est toujours le raciste de quelqu'un, hein, en passant. Les Centra-Américains, c'était plein de racisme au Mexique, alors que pour nous, c'est la même gang. Là. Donc, Non, c'est ça. Ben oui. Tu parlais de la révolution, c'est révolution entre guillemets. Ben oui, je pense qu'on peut dire que c'est une moi, j'ai appelé révolution. ça comme ça dans un texte que Oui, j'avais publié une couple de mois, mais oui. tu peux appeler ça comme tu veux. Là. Mais juste pour dire aux gens, parce que peut-être ils ont vu ces images-là que je vais remettre à l'écran, cette espèce de révolution-là sécuritaire, là, la première fois qu'on a entendu vraiment parler de ça en Occident, en Amérique du Nord, c'était lorsqu'on a vu ces images-là circuler en 2023, là, où Exact. des milliers de membres de gangs criminels avaient été arrêtés puis
enfermés. Ben là, on les voit, là, sont peinturés aux couleurs de guerre de la tribu. Et donc, ça, c'était des nouvelles prisons inaugurées. Puis on avait des milliers de membres de gangs de gangs criminels, tout ça, qui étaient amenés dans des prisons à haute sécurité, dans des conditions qu'on... En fait, on s'imagine assez peu voir des scènes comme ça au Canada. Ça, c'était des images de Reuters à l'époque, là, où on voit les gars en bédaine et en petites shorts blanches amenés dans des caravanes pour être amenés directement en prison, menottés et mis à terre comme ça pour être filmés. Donc, c'était pas de la petite bière. Là. On parle quand même à ce moment-là, je ne veux pas les chiffres présentement. est arrivé en 2019, ça fait quand c'est... même un petit moment, mais c'est peut-être plus récent, ces images-là, je pense. Non, c'est ça. Ces images-là datent de 2020, février 2023. Donc, on est à la c'est pour ça qu'on voit des gens avec des masques, entre autres, dans le truc. Là. Donc, on disait à ce moment-là, Salvador government moved thousands of suspect gang members to a newly opened mega prison. Donc, pas MAGA prison, mais méga prison. Donc, une nouvelle prison importante qui avait été ouverte au Salvador où on a enfermé, en fait, des gens qui... apparemment, oui. Oui, c'est ça. C'est à peu près une quarantaine de milliers de personnes qui avaient... Donc, et apparemment que, du jour au lendemain, le Salvador est devenu beaucoup plus sécuritaire. Bon, évidemment, c'est clair que si vous mettez 40 000 personnes suspectées d'être des criminels, ça pose quand même des questions de droits humains, dans le sens que, je comprends qu'ils sont peinturés aux couleurs des gangs, là, les gens, donc ça rend l'arrestation peut-être plus facile. Là. C'est sûr que quand vous avez le visage couvert de tatouages appartenant à un gang, on peut fortement suspecter que vous y appartenez pour vrai. Là. Mais ça reste quand même que, dans des pays comme le Canada, la France, on ne verrait jamais ça. Là. Des gens qu'on n'a rien contre eux légalement, amenés comme ça et enfermés, pas de procès, on ne verrait jamais ça. Là. Non, ça s'inscrit carrément dans la normalisation de l'état d'urgence, c'est-à-dire que c'est un état d'exception. Donc, il y a effectivement de facto une suspension des droits constitutionnels de ces gens-là. J'ai écrit un long texte l'année dernière, justement, au blog du Conseil international, du Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM. Donc, pour expliquer tout ça, le point de vue juridique. Puis, moi, je suis naturellement un critique de ce que j'appelle la normalisation de l'état d'urgence. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à suspendre des droits, parce que les droits, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être rétablis. Donc, au Salvador, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une transition ou si ça va rester ainsi. En même temps, ce que j'ai fait, l'exercice que j'ai fait, c'est que je suis un peu allé confronter ma propre analyse que j'avais faite sur le terrain, à la réalité du terrain. Et c'est sûr que force est de constater que la très, très grande majorité. C'est ça. Donc, c'est pas le même rapport au risque quand même. Donc, il y avait quand même un travail, je pense, vraiment nécessaire. Les gens, il y a une libération. Et écoute, on assiste à des scènes qui étaient inconcevables il y a encore quelques années. Des enfants qui jouent au centre-ville. Le centre-ville est en train d'être revitalisé. Donc, ils ont carrément clairé la place. Et les gens sont satisfaits. Cela dit, la question des droits demeure, c'est-à-dire on espère quand même pour le Salvador ce pays-là va pouvoir rétablir un régime de démocratie libérale à l'occidental. En même temps, c'est ça, c'est comme un peu le monde arabe, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est ça, Jérôme. Je te pose la question, sachant que tu connais pas mal plus le monde latino-américain. Tu habites au Mexique une bonne partie de l'année. Tu en as vu, bien, tu as été dans différents pays, pas juste dans le Mexique, mais à d'autres aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Tu vois un peu autant que je comprends que chaque pays a comme ses bons côtés. Mon but, c'est pas de dire que, bien sûr, j'ai déjà été au Nicaragua il y a déjà plusieurs années pour un voyage humanitaire. Puis, tu sais, autant qu'il y a certaines places que tu ne vas pas tout seul, surtout si tu n'as pas de contact ou de monde local là-dedans, si tu viens de l'extérieur. Mais il y a toujours eu cette forme d'aura-là. Je comprends qu'il y a certains pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qu'il y a différents niveaux d'insécurité par rapport à ça. Mais comment tu vois, mettons, toi qui vis au Mexique, puis qui arrive là-bas, comme ça serait quasiment... Est-ce que tu vois ça un peu comme quelque chose d'artificiel qui ne pourra pas être soutenu à long terme, ou du moins que... Pas de droit, ça?
Oui, ouais, en fait, au San Salvador, c'est que là, tu dis avec l'état d'urgence qu'il y a là, présentement, ils ont fait, je appellerais ça une technique médiévale. Là, ils ont clairé carrément tous les criminels possibles, ou même toute personne qui était soupçonnée de ça. Fait qu'ils ont carrément fait le ménage, mais est-ce que c'est soutenable à long terme ou c'est juste un peu un genre de paradis artificiel qu'à un moment donné, les portes vont rouvrir, puis ces gens-là vont tout en ressortir, ou du moins une bonne partie, puis l'enfer va reprendre, parce que tu le vois, tu en parles souvent quand tu habites au Mexique, que des fois, justement, il faut faire attention, ça nous prend toujours un chien pour nous faire dire si on ne se fait pas voler, pour une sorte d'alarme dans nos maisons. Que tu arrives d'une place en Amérique centrale, que c'est quasiment un genre de paix sociable, un genre de simulacre occidental, genre tropicaux, si je puis dire. Je suis bien curieux de t'entendre là-dessus. Oui, ben écoute, c'est des grandes questions. C'est ce que les gens se posent aussi, cette question-là. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que la paix va survivre au départ de Bukele parce qu'il ne sera pas éternel? Donc, quand lui va s'en aller, et je ne pense pas qu'il va se voter là, un poste à vie, là, le titre de dictateur l'amuse, lui-même s'amuse. Il s'est déjà extensionné, je pense, ça se peut-tu? Je pense que oui, de mémoire, mais je ne pense pas qu'il va rester 30 ans. Là, non, c'est ça. En même temps, peut-être les habitants le souhaiteraient. Donc oui, la question, c'est de savoir, Bukele traite évidemment les conséquences, mais est-ce qu'il traite les causes de la maladie, là? C'est-à-dire que les problèmes structurels demeurent. Hein, c'est la pauvreté, c'est une économie qui reste embryonnaire, c'est l'Amérique centrale. Donc, est-ce que, effectivement, ce sont des mesures qui vont pouvoir seulement faire un effet temporairement? C'est possible. Moi, je n'ai pas la réponse. Je posais déjà la question dans mon texte, là, je pense à l'automne 2019, mon texte au Corim. Donc, j'ai essayé, écoute, d'aller y réfléchir sur le terrain. Mais c'est sûr que l'Amérique latine, en général, a des problèmes structurels d'un pays à l'autre qui sont un peu souvent similaires. Et l'insécurité, effectivement, ne peut pas disparaître du jour au lendemain, à moins d'être au Salvador. Donc, je ne sais pas. C'est une expérience. Leur modèle, apparemment, c'est Singapour. Puis c'est graduel quand même. Déjà, écoute, tu arrives à San Salvador, tu passes d'abord juste l'électrification, c'est récent. C'est-à-dire, les rues sont sombres autour du centre-ville. Il y a le centre-ville qui vient d'être éliminé. Mais c'est sûr que vous restez profondément en Amérique centrale. Donc, c'est vraiment un monde de contraste. Et au travers de ça, tu as des expatriés Bitcoin qui se greffent à ça. Donc, tu as une hyper-technologie versus une hyper-tradition. Je ne sais pas exactement si ça va pouvoir tenir 20-30 ans. Mais actuellement, les gens vivent une libération et c'est beau à voir. C'est-à-dire que qui sommes-nous pour juger des gens qui n'avaient jamais eu le loisir d'aller se promener dans l'équivalent de ce qu'est le Vieux-Québec en paix? C'est-à-dire, qui sommes-nous pour juger des familles qui vous disent, écoutez, monsieur journaliste, là, blanc, etc., nous, c'est la première fois en 3 ans là, qu'on peut venir manger une crêpe glacée au centre-ville. Ben écoute, à très plus petite échelle que ça, dans les années 90, quand il y avait la guerre des motards à Montréal, notamment au Québec, mais beaucoup à Montréal, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on est dans une démocratie libérale, mais un politicien qui serait arrivé en disant, moi, si je suis élu, les polices vont avoir de l'ordre d'arrêter tout le monde qui est de près ou de loin lié aux organisations motards et on fout ces gens-là en prison. Pas de procès, je ne veux rien savoir. Et là, tout d'un coup, la criminalité à Montréal fait ça comme ça du jour au lendemain. Ça ne respecte pas les droits, c'est illégal, tout ça, mais cette personne-là aurait été adulée du public. Là. Ça, c'est clair. Là. Donc, tu sais, on juge. Mais tu sais, moi, je l'entendais. Je me souviens à l'époque de la guerre des motards, c'est des choses qu'on entendait. Là. Voyons, comment ça que les polices savent c'est qui? Comment ça qu'ils ne débarquent pas et qu'ils n'arrêtent pas tout le monde, qu'ils mettent en prison? Ben oui, parce qu'il y a des droits, puis parce que dans un pays démocratique, tu ne peux pas arrêter quelqu'un si tu n'as pas de preuves. Il y a une présomption d'innocence, il y a un système. C'est ça, il y a un système à respecter. Mais petite question comme ça, quel lien? Parce qu'on a beaucoup parlé, notamment avec toi, dans tes interventions, de ce qui s'est passé en Argentine avec Javier Milei, 2 personnages très différents, mais il y a quand même une espèce de ligne là-dedans, un peu anti-système. Là. Donc, Bukele était présenté comme quelqu'un qui arrivait un peu contre la caste politique en place et il a complètement oblitéré ses opposants là, à quelque part. Là. Tu regardes la dernière élection présidentielle salvadorienne, là, il est élu avec 84,65% des voix. La personne qui arrive le plus proche, c'est Manuel Flores, qui est le
le candidat. Là-bas, ils appellent ça de la gauche. Ici, on dirait de l'extrême gauche. C'est quand même un parti qu'on dit qui unifie les mouvements de la guérilla marxiste. Je me permets de dire que c'est guérilla marxiste, je me permets de dire que c'est l'extrême gauche. Donc, ce candidat-là a eu 6%, 6,4% des voix, mais on le présente quand même comme un. Il n'y a pas comme un genre de paradoxe à dire que quelqu'un est un candidat anti-système, mais il y a 86% des voix. À moins qu'on dise que les élections sont pas réellement fiables. Qu'est-ce que tu penses un peu de la situation politique là-bas? Ben, c'est sûr qu'il y a un lien effectivement entre Milei et Bukele. D'ailleurs, ils sont proches. Là. C'est-à-dire Bukele a été reçu en grande pompe à Buenos Aires. Il y a des images éloquentes. Là. Donc, en fait, c'est les deux seuls présidents véritablement de droite, peut-être avec Nadiel Noboa en Équateur, en Amérique latine. L'Amérique latine est largement dominée actuellement par la gauche. Déjà que le Brésil, c'est le plus gros morceau, finalement, de la première économie d'Amérique latine. Deuxième économie même des Amériques, sans doute peut-être avec restons en Amérique latine. Mm-hmm. Le Brésil, 250 millions de personnes. Lula, c'est la gauche, rapprochement avec la Chine. Le Mexique, le premier pays hispanophone au monde, c'est la gauche actuellement aussi. Donc, au Chili, c'est la gauche. Au Pérou, c'est le centre. En Colombie, c'est la gauche. Au Venezuela, évidemment, c'est la gauche. J'en oublie peut-être, là, mais... on parle pas d'eux autres, Jérôme. Hein? On parle de beaucoup de liens entre Milei et Bukele, mais on s'entend dessus qu'on n'a jamais autant parlé de l'Argentine dans des médias, mettons, occidentaux et du Salvador comme jamais. Ils ont mis leur pays sur la map là, avant le Salvador. C'est encore les totalement. Ça, c'est un point vraiment... c'est une connexion majeure là, entre les deux. C'est quand même deux présidents qui ont cette capacité-là d'avoir mis leur pays sur la map en quelques mois. Années. Voire en quelques... Ouais. Bukele, ça a été un petit peu plus long que Milei. Mais quand même, le Salvador, moi-même, je ne serais pas nécessairement allé. Là, mais d'abord, on ne va pas nécessairement au Salvador. C'est dangereux. Là. Sans Bukele, écoutez, on m'a montré des quartiers, des chauffeurs de taxi. Là. J'avais un chauffeur, évidemment, privé là, qui m'a emmené dans des barrios. C'est hallucinant. Là. Puis il m'a raconté, évidemment, ce qui se passait là. C'est des exécutions sommaires, évidemment, des familles complètes qui se font assassiner, etc. C'est pas exactement chic. Mais oui, écoute, Milei, Bukele, les deux seuls présidents véritablement assumés de droite en Amérique latine qui font bouger beaucoup de choses. Recours aussi très habile aux réseaux sociaux, un peu à la Trump. Donc, Bukele est reconnu pour Instagram, là, c'est-à-dire il va vraiment mettre en scène son action politique. Donc, écoute, il faut rester sensible à la question de l'état de droit. Frank, évidemment, tu fais bien de le soulever. Je suis moi-même très, très sensible à ça. Et ce qui est intéressant d'observer sur le terrain, c'est quand même le paradoxe de ce processus de nettoyage du centre-ville. C'est-à-dire que Bukele est quand même en train, par exemple, d'hygiéniser en quelque sorte le centre-ville. Donc, le pouvoir n'aime pas le chaos. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, on commence à interdire certains vendeurs ambulants. Les marchés publics sont ouverts, ce qu'on appelle au Mexique les fameux tianguis. Donc, c'est des marchés à perte de vue, un peu qu'on appellerait peut-être des marchés aux puces au Québec. Là. Et donc, il y a comme un processus d'hygiénisation du centre-ville. Il faut dire que c'est très graduel, ça reste plutôt chaotique. Mais il y a une multiplication quand même des règles qui nous apprend quelque chose sur finalement la nature même de l'État. C'est-à-dire l'État, quel qu'il soit, tolère mal la vie qui grouille. Et j'ai été, moi, malheureux quand même de constater que, par exemple, les discothèques du centre-ville avaient pratiquement disparu. Et moi qui voulais aller, évidemment, fréquenter ces établissements de reggaeton plus ou moins clandestins, pour, évidemment, dans une perspective tout à fait journalistique, eh bien, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire que les bars sont pratiquement déserts au centre-ville. La plupart ont été remplacés par des cafés. Donc, tu as quand même cette espèce de jeu-là entre vie versus contrôle de l'État. Puis en même temps, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller fréquenter une discothèque tenue par les MS-13, là. Mais ça aurait été intéressant. Mais c'est ça. Où l'État s'impose,
la vie recule d'une certaine façon. C'est la fameuse phrase de Thomas Sowell, there are no solutions, there are only trade-offs. Il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis, dans le sens que si tu compenses plus, mettons, l'éternelle balance entre sécurité et liberté, on dirait que si tu focuses trop sur un, ben, l'autre, bien évidemment, en pâtit. Donc, c'est ces deux pôles quand même qui s'opposent. Et le Salvador, ben, à sa façon, puis dans un cas extrême, nous révèle ça aussi. Et je vais mettre l'accent là-dessus dans mon reportage, surveillez-les. Moi, je travaille beaucoup, j'ai énormément de matériel, j'ai interrogé énormément de personnes. Et une chose intéressante aussi, que j'ai rencontré un des commentateurs politiques pro-Bukele, un des plus connus, là, qui s'appelle José Valdés, qui m'expliquait quand son argument est assez bon. C'est-à-dire, on reproche à Bukele d'avoir suspendu les droits, mais en vérité, de facto, les citoyens n'en avaient pas de droits sous le régime de terreur des gangs. C'est-à-dire, ils vivaient au quotidien une forme de terrorisme. Et c'est-à-dire que, bon, c'est bien beau l'état de droit dans ce contexte. C'est bien beau l'état de droit, mais dans ce contexte-là, les citoyens eux-mêmes, lambda, peuvent-ils exercer leurs propres droits? Et c'est vrai que non. Les familles ne pouvaient pas exercer leurs droits comme tels. Et on peut multiplier les exemples. Ben écoutez, vous ne pouviez pas avoir un salon de coiffure à San Salvador sans payer ce qu'on appelle le piso à la mafia, là, au pan Diaz. Ouais. Vous ne pouviez pas. Tu ne peux pas coiffer, tu peux pas tenir un salon de coiffure à San Salvador sans donner un pot de vin à la mafia. T'es De allé toute te faire façon, coiffer, faisait affaire avec la mafia. honnêtement, là, il y a différents indices qu'on peut regarder qui nous permettent de savoir si un narratif est vrai ou pas. Là. Puis, tu sais, l'histoire des droits, bon, puis le régime Bukele qui brime des droits, selon certains indices, ça semble être vrai. Par contre, si on regarde d'autres indices, là, ça, vous pouvez aller voir ça sur des plateformes comme Orwell and Data. Là. Donc, c'est quoi les political rights? Donc, c'est d'après les estimations du Freedom House, ce rapport rend compte de l'ampleur des élections libres, équitables et du pluralisme politique. Donc, tu vois, 2020, ça semble augmenter là, au Salvador, les droits, ce qu'on appelle les droits politiques. Bon, tu as d'autres enjeux où ça semble soit plat, soit baisser un petit peu. Donc, c'est pas nécessairement blanc ou noir, là, surtout, mais l'indice qui est le plus frappant, parce que si on parle de ça depuis tantôt, puis les gens peut-être se demandent au niveau des chiffres, là, mais regardez ces chiffres-là. Là. Ah Donc, oui, ça, c'est une bonne idée, ça, Frank. ça, c'est sur Statista. Là, donc, ça aussi, c'est disponible facilement. Vous cherchez le taux d'homicide au Salvador. Là, regardez l'évolution de 2014 à 2024. Donc, ça, c'est le nombre d'homicides par 100 000 habitants. Donc, en 2015, on atteint un sommet avec 103 homicides pour 100 000 habitants. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 1,9. Ah non, puis c'est pas surprenant. C'est une pente de ski, là. On est passé de 6600 homicides en 2015, date où Bukele devient maire de San Salvador, à peu près 35 en 2025. 6300 à 35 homicides. Et je pense que les chiffres sont bons. Donc, c'est un vrai c'est phénoménal, là, on s'entend. C'est sans surprise, Jérôme, sachant que depuis des années, le pays voisin du San Salvador, le Honduras, est considéré comme le capital murder of the world. Là, quasiment comme eux autres, leur ratio homicide par 100 000 habitants, je pense que c'est le record mondial. Là, fait que, l'Amérique centrale, en général, vous savez, même au début de la guerre en Ukraine, il y avait encore plus de morts chaque jour au Mexique qu'en Ukraine. Mais c'est sûr que, c'est sûr que, c'est ça. Mais c'est sûr que ça tient à pas grand-chose dans le sens où on sait que c'est relié à un move politique, là, la construction de prisons puis l'enfermement préventif, entre guillemets, de gens qui sont reliés à des groupes criminels. Mais c'est sûr qu'il suffit d'une élection, tu ramènes un parti, le parti de la gauche pourrait dire que ce sont quasiment des gens qui ont été emprisonnés illégalement par le régime. Même tu ferais juste libérer 2-3 000 des 40 000 qui ont été enfermés, puis ces chiffres-là repartent à la hausse dans le temps de le dire. Là. Oui, puis encore des zones, tu vois, récemment, il y a un groupe là, qui veut reprendre le contrôle d'un territoire. C'est pas encore totalement nettoyé. Là. Puis pour ceux qui veulent aller au Salvador, je conseillerais quand même de rester relativement prudent, malgré tout. Là. Et j'ai vu des touristes américains, imaginez-vous, avec des looks de MS-13. Je me suis dit, c'est peut-être pas la place pour avoir ces tatous-là. Là. Il y a vraiment des gens inconscients, c'est incroyable. Ce qui est intéressant quand même, bon, d'une perspective critique, écoute, quand même la moitié de la population craint quand même des représailles pour exprimer des opinions politiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même, les gens restent assez craintifs côté
Ben, c'est compréhensible, sachant que justement. Ils hésitent à critiquer le pouvoir, malgré tout. C'est ça, parce que tu vois les résultats, tu te dis c'est quasiment le jour et la nuit, puis commencer à dire ouais, mais point virgule si, tu as l'air d'un esprit d'épais. Tu sais, je comprends que c'est pas idéal, mais en même temps, d'une place, c'est comme tu disais, que le monde te faisait quasiment couper des têtes dans le coin des rues, puis à ça, tu peux aller prendre des crèmes glacées, des cafés, puis tu commences à te plaindre, tu dis crème, on te regarde tout croche. Là. Ah, c'est ça. Ben, tu vois, regarde, ça aussi, c'est un truc qu'on peut vérifier dans les indicateurs et sûr que l'indicateur de la liberté d'expression semble pas être sur une bonne tendance. Là, on le voit, là. Ça, Et je l'ai senti auprès des habitants, c'est-à-dire, bon, moi, je fais surtout dans la presse écrite, mais j'ai quand même beaucoup d'images vidéo, là. C'est une des premières fois là, que je fais ça. Parce que moi, je suis vraiment de presse écrite, là, traditionnellement. Et les gens étaient quand même beaucoup plus réticents à me parler avec la caméra, là, que ce soit l'iPhone ou peu importe. Mais les gens restent craintifs. Il faut le dire. Il faut dire qu'en Amérique latine, les gens. Moi, bon, je suis à l'aise avec les gens. C'est sûr que tout le monde n'est pas à l'aise, même au Québec, de parler à des journalistes. Là. Mais non, je l'ai senti. Caméra, et ça, c'est vraiment non. C'est rare que les gens se sont prêtés à ça. Déjà que tu parlais la langue, ça devait aider un peu, je veux dire. Je dois dire, OK, c'est pas un Américano qui arrive. Non, c'est ça. Honnêtement, sans m'attarder, je suis assez bon pour entrer en contact avec des Latinos là, sur le terrain. Afuera el gringo. Hein? Oui, El Guero, non. Tu rentres, bon. Je suis allé me faire coiffer, tu vois. Là, fait que, tu sais, c'est des façons aussi d'entrer en contact avec des gens. Tu vas te faire coiffer. Puis là, tu parles avec la coiffeuse. Puis finalement, tu dis, ben écoutez, je suis journaliste. Là, puis bon, si vous voulez livrez-moi votre témoignage pendant la coupe de cheveux. Finalement, cette personne-là se dégêne, hein, comme on dit. Et là, va confier des trucs. Comme tu vois, c'est intéressant, la coiffeuse. Elle disait que les gangs chargeaient tellement cher qu'ils chargent au pied carré. C'est-à-dire, la mafia te charge un prix au pied carré. Ils sont très organisés. Et elle a dit, il a fallu que je réduise les pieds carrés de mon établissement pour arriver à la fin du mois. Donc, elle a carrément coupé elle a mis un mur entre ces deux, entre le salon. Elle a mis un mur, puis elle a dit, moi, je coupe des cheveux juste dans cette partie-là, donc je ne payerai pas, je vais payer la moitié de ce que me demande la mafia. Non, mais c'est très, très concret. Et mais tout le monde c'est fou comment les réactions humaines sont universelles et intemporelles d'une certaine manière. On avait déjà parlé de ça dans le podcast, l'exemple de la fameuse impôt sur les fenêtres qu'il y avait eu au Royaume-Uni à un moment donné. Et quand les gens, si vous allez visiter Londres et d'autres villes britanniques, si vous y êtes déjà allé, il y a des endroits dans la ville de Londres où tu peux voir des bâtiments où il y a des fenêtres qui ont été remplies par de la brique. On voit l'ancien cadrage et il n'y a plus de fenêtres, c'est juste de la brique. Et c'est un jour, quelqu'un, je ne me souviens plus des détails, mais il y a un dirigeant qui est arrivé et s'est dit, mais les gens qui sont riches ont l'argent pour mettre beaucoup de fenêtres dans leur bâtiment. On va charger un impôt sur les fenêtres. Et qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? On a commencé à bricoler leurs fenêtres. Et ça, tu vois ça, je l'ai vu aussi dans un quartier de Bruxelles. Donc, je pense que ça a été quelque chose qui a été fait en Europe à plusieurs endroits à une époque. Et les gens ont tous la même réaction. Ils disent, OK, tu me charges pour une fenêtre, parfait, j'ai plus de fenêtre, brique les fenêtres. Donc, ce que la fille a fait, la coiffeuse, c'est exactement la même chose. Vous me chargez au pied carré, bon, ben, voici un mur, voici. Les gens sont pas fous, ils essaient de s'épargner ces trucs-là, que ce soit le gouvernement ou la mafia d'ailleurs. Mais on remarque que c'est un peu les mêmes techniques. Finalement, ils se ressemblent beaucoup. La mafia, hein, ça se ressemble beaucoup comme... Si tu avais est-ce qu'il y a un élément ou une chose en particulier qui t'a surpris là-bas par rapport à ce que tu t'étais fait comme vision du Salvador? Ben d'abord, j'ai été frappé quand même par la pauvreté, malgré tout, et moi qui suis quand même pas un habitué de la pauvreté, là, mais j'ai compris à quel point le Mexique est un grand pays, en fait, par rapport à l'Amérique centrale. Je sais que les Québécois ont une vision du Mexique comme c'est la plage, c'est une station balnéaire, mais non, le Mexique, c'est vraiment le pays d'Amérique latine, en fait. Là, pour ceux qui veulent vraiment le voyager, le parcourir, là, y voyager, c'est-à-dire, faites-le. Le Mexique est le plus grand pays hispanophone après l'Espagne, tant qu'à moi. Là, en termes d'architecture, de gastronomie, de richesse, bon, ça reste dangereux. Donc, ce qui m'a frappé, c'est quand même un peu ça. À quel point tu arrives de haut quand tu arrives de Mexico au Salvador. Oubliez, écoutez, gars, là, moi, les quartiers où j'habitais à Mexico par rapport au centre-ville de San Salvador, là, il y a quelque chose de désolant quand même. Il y a une laideur aussi, il faut dire, ambiante, au-delà
c'est très, très, très pauvre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, ce qui m'a frappé, ben écoute, la méfiance quand même un peu des gens. Donc, c'est Puis, ça. c'est ça. Puis cette réflexion sur l'État, quand même de voir que même au Ouais. Salvador, un État est capable d'aseptiser un espace public. Ça m'a paru intéressant. Ben, nous, on s'intéresse à ces thèmes-là, là, nous, les libertariens d'extrême droite. Là. mais Ouais. mais ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vais mettre l'accent là-dessus, je pense, sur mon reportage. Je trouve ça triste pour ces gens-là, des madames, des messieurs qui ont des kiosques à l'extérieur qui vendent de la bouffe et qui sont finalement expulsés du centre-ville parce qu'on veut finalement construire des centres commerciaux à l'américaine. Ça, je trouve ça triste, tu vois. Ça, encore plus que la liberté d'expression, bon, auquel, évidemment, il faut la préserver aussi, là, absolument. Mais pour ces gens-là, tu vois, c'est pas tout à fait une aubaine, quand même. Ben, Parce qu'ils vont perdre leur travail. Ils vont perdre leur c'est travail. ça. Ben, on sent que c'est comme un régime qui a voulu, pour reprendre l'expression, tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la décriminalisation d'une société, ça doit se faire un peu de manière organique, par l'amélioration des conditions de vie, par la croissance, par des politiques publiques qui s'échelonnent sur 10, 15, 20 ans. Arriver puis prendre 40 000 personnes, les foutre en prison puis échanger toutes les lois. Ben, oui, ça fonctionne. On le voit clairement. Les chiffres le montrent. Ça fonctionne. Mais moi, ce que je me dis, c'est que c'est très artificiel. Tu n'as pas changé la culture sur le long terme. Tu n'as pas changé les habitudes nécessairement des gens. Je sais pas. Ça fait un peu penser aux Russes qui pensaient qu'ils allaient... en fait, les Soviétiques, quand ils pensaient qu'ils allaient rendre tout le monde athée en persécutant les chrétiens, tout ça, finalement, aujourd'hui, les Russes, c'est une société quand même ultra-religieuse, malgré des décennies de communisme où la religion a été traitée comme une maladie mentale, là, finalement. Donc, ils n'ont pas réussi à éradiquer ça en l'implantant de force. Ce sont des changements, ça, qui doivent s'implanter de manière organique dans la société sur le long terme, par la culture, par la chanson, par les écrivains, tout ça. Là, ça ne semble pas être ça. Ça semble vraiment être quelque chose qui est implanté par le haut, par la force. Ben, c'est un peu. C'est un peu illusoire de penser que ça peut être durable. Non, c'est ça. Ben, c'est un peu comme un terme que je vois souvent des fois dans les séries science-fiction, ce qu'on appelle le terme uplifted. Tu sais, mettons, je sais pas, une race humanoïde, whatever, mais qui est comme sous-développée au niveau de l'homme de Cro-Magnon, puis qu'il y a une race, mettons, je sais pas, d'aliens super avancés qui arrivent sur la planète, puis ils décident justement de les uplifted, puis de les mettre à leur niveau technologique, puis leur niveau social, puis à la limite sticker avec leur code génétique un peu pour qu'ils mettent au même niveau d'intelligence. Ouais, OK, t'es les as boostés, mais t'as tout scrappé ce qu'ils devaient faire naturellement. Il leur manque un bout de puzzle pareil. Là. Autant que oui, je comprends, ils sont peut-être plus intelligents, plus forts, quoi que ce soit, mais là, tu viens de leur enlever quelque chose qui était... c'est carrément artificiel, comme ça, comme tu le dis. Fait que, autant que ça peut se faire, mais il y a comme un processus naturel qui manque. Fait que rendu là, c'est ça. C'est comme un puzzle qui manque un morceau. Ben, ça revient un peu à... Puis on peut bifurquer sur le deuxième sujet dont tu voulais glisser un mot. Ce qui se passe en Iran. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que si tu débarques en Iran, tu arrives, tu dis bon, on va vous implanter une démocratie, ça ne fonctionnera pas. Là. Je pense qu'il faut retenir ça des expériences des dernières décennies. Tu ne peux pas implanter par la force des changements radicaux de société. Ça ne fonctionne jamais, ça ne marche pas. Si tu le fais par la force, ça se maintient pendant un certain temps. Donc, on sent que ça bouillonne en Iran. Là. Je sais que vous avez eu des textes à Libre Média là-dessus. Le régime des mollahs de l'ayatollah est fragilisé. Donc, en fait, à peu près tous les régimes sont fragilisés. Dans ce bout-là, on a vu la Syrie l'année passée, mais en fait, il y a quelques mois. C'est quoi ta lecture un peu de ce qui se passe en Iran? Je sais que tu l'as suivi, évidemment. Là. Ben moi, mon opinion, c'est que le régime des mollahs doit tomber. C'est un régime qui est criminel, qui est fanatique, qui est théocratique. C'est un des pires régimes sur la planète. Donc, c'est une dictature assumée, bien pire qu'au Salvador, là, si on peut faire un lien. Par contre, moi, j'aurais quand même plus d'espoir pour la démocratie en Iran qu'en Irak, par exemple. Il y a une société civile assez forte en Iran. Et le modèle qui pourrait être adopté, qui serait assez populaire chez les jeunes, c'est la monarchie constitutionnelle. Donc, on pourrait ramener peut-être un parent, finalement, du chat, là, son fils. Ouais. C'est ça, qui lui agirait un peu comme le roi d'Espagne, c'est-à-dire une figure un peu tutélaire, consensuelle,
à laquelle on grefferait un appareil démocratique. Donc, l'Iran, attention, ont déjà connu des vraies périodes de libéralisme, là. Donc, oui, il y avait, mais c'est un peu le libéralisme autoritaire, là, un peu des pays musulmans, un peu comme Nasser. Là. Bon, je ne sais pas si le parallèle est 100% bon. Mais en Iran, les femmes étaient libérées avant la révolution islamique. Il y a plein d'images, on le sait, un peu comme partout. Donc, les mini-jupes à Téhéran. Donc, je pense qu'en Iran, quand même, d'abord, c'est un grand pays. C'est pas un petit pays, c'est un pays qui a une histoire impériale. Je pense qu'il y a quand même la capacité de revenir à une démocratie, mais quand même avec, c'est ça, une sorte je ne veux pas dire de blocage, là, mais avec la monarchie qui pourrait un peu faire. C'est son modèle d'ailleurs, hein, lui, de l'Espagne, il ne s'en cache pas, là, il le dit Il ne s'en cache ouvertement. pas. Hein? Ah oui, ok, je ne savais même pas. Non, ça fait longtemps qu'il est sur cette thématique-là, le fils du chat, de dire que c'est la restauration monarchique en Espagne, notamment. Pour lui, c'est un modèle de monarchie constitutionnelle avec une. Mais en même temps, il y a plein de gens qui soulèvent la légitimité. Bon, dire ce gars-là, il est parti. Par la CIA, là, puis tout ça. Là. Ouais, lui, il y avait 5 ans, je pense, quand sa famille a été chassée d'Iran. Bon, il n'a pas mis les pieds là-bas depuis, en fait, de sa vie. Il ne connaît pas le pays. Il n'y a pas de. Il n'y a comme pas d'assises dans le réel. Là. C'est un peu comme dire est-ce qu'on peut restaurer une monarchie en France avec je sais pas moi, un descendant de Louis XVIII qui serait aux États-Unis depuis que. Tu comprends, il y a comme. Je sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste. En même temps, les mollahs sont déconnectés à leur manière. Ils envoient leurs enfants, fréquentent les universités occidentales. Je pense qu'il voudrait quand même mieux laisser. Le peuple iranien, de toute façon, c'est fini. Là. Écoute, c'est une pauvreté, c'est un régime criminel, narcocratique aussi. L'Iran exporterait des prostituées dans les pays du Golfe. C'est un des régimes les plus hypocrites de sa planète. Je ne pense pas que ça pourrait être pire, en fait. Une tentative de rétablir la démocratie pourrait-elle être pire que le régime des mollahs? C'est sûr, la part des Iraniens en exil vont vous dire que non. Il y a un énorme appétit en Iran pour la démocratie. On voit même des images de gens qui font des fingers, finalement, au mollahs, et toutes sortes de vidéos qui circulent de gens qui qui prennent un peu, qui collent des poissons dans le dos Tu parlais des images, j'en ai retrouvé, je savais que je l'avais mis quelque part. Regardez l'image que je vais vous mettre à l'écran. C'est des images d'une équipe de basketball féminine à Abadan, en Iran, dans les années 60. Donc, voici à quoi ressemblaient des jeunes filles qui font du sport, l'équivalent du high school, donc de la polyvalente, des jeunes Iraniennes qui faisaient du sport dans les années 60. Aujourd'hui, ils ont des voiles sur la tête, ils n'ont pas le droit de faire de sport dans bien des endroits, ils n'ont pas les gens disent, parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations là-dessus, c'est vrai que le régime du Shah, en fait, la police secrète du régime du Shah était vue comme une des pires dans le monde. Là. Il y avait des persécutions parce que c'était pas une démocratie, là, au sens occidental du terme. Fait que, non. Mais en fait, ton point est bon, c'est que le débat, c'est pas genre les mollahs ou le petit Jésus. C'est dans le fond, est-ce qu'un régime moins pire pourrait advenir? Ce ne sera pas un régime idéal, ce ne sera jamais un régime parfait. On n'en a pas, nous autres non plus, des régimes parfaits. On est prêts avec toutes sortes de trucs. Donc, la réalité, c'est est-ce qu'il y aura un régime possible où, mettons, on peut revoir ce genre de choses-là, des jeunes femmes qui ne sont pas forcées d'être voilées et qui peuvent jouer à des sports féminins sans se faire lyncher par des espèces d'intégristes. C'est possible. Je pense que la question, c'est plus elle. Là. Ça, puis c'est-tu aussi un trop gros morceau à bouffer d'une shot aussi? Je comprends que l'idéal, ça serait ça, mais tu sais, de passer, je sais pas, à la théocratie islamique, à, je sais pas, démocratie libérale / monarchie constitutionnelle, j'ai l'impression que c'est un trop gros step. En tout cas, je ne suis pas iranien, je ne connais pas la réalité sur le terrain, mais j'ai le feeling qu'on parlait justement de à quel point il faut que ça se fasse organiquement, quand on parlait du Salvador tantôt. Il y aurait, autant que ça serait plate, mais c'est-tu pas un peu la logique des choses que ça commence par ça revienne à une genre de dictature militaro-junta comme il y a un peu dans ce coin-là, un peu comme au Turkménistan ou quoi que ce soit, puis graduellement, ça devienne de plus en plus libéralisé via l'influence de l'Occident pour potentiellement que ça vire plus démocratique. Il pourrait avoir un régime de transition. C'est ça. C'est comme Cuba, là, quasiment. Ouais, c'est-à-dire, à Cuba, est-ce que ça pourrait être pire de réessayer Cuba aussi, le régime doit tomber. Là.
Donc, c'est à peu près ça, là, en termes d'essoufflement de la population. Cuba, c'est un cas extrême, là aussi. Mais là, on pourrait dire, Cuba, mais là, ils vont redevenir le bordel des États-Unis. Ouais, mais il y a 3 filles sur 10 qui se prostituent à La Havane sous le régime communiste. Il n'y aura pas plus de prostituées si les Américains continuent à aller sur l'île. Bon, c'est déjà un pas pire bordel, là, Cuba, il faut le dire. Il y a beaucoup de ça n'a touristes jamais été aussi sexuels. pire. Ça n'a jamais été aussi pire. Écoutez, on ne peut pas faire 10 mètres à La Havane sans être accosté comme homme blanc par 70. Et puis il y a beaucoup de prostitution masculine pour des femmes occidentales disons, qui avancent en millage. Là. Donc, l'argument du bordel j'ai vu ça, américain à Cuba ne Non, c'est fonctionne plus n'importe quoi. beaucoup. Là. Donc, non, je pense que moi, j'aurais assez confiance. Après, c'est sûr, géopolitiquement, il faut rester prudent. On sait que les Américains ont été très, très mauvais en général dans la région. Là, c'est-à-dire l'Irak, ça a débouché sur l'État islamique. Là. Donc, c'est sûr que c'est un jeu de domino. Il faut être très, très, très prudent, très habile. Les Américains ne le sont pas nécessairement. Et pour ça doit venir d'eux. Hein? Ça doit venir En fait, ça doit venir d'eux. Moi, je pense que si le régime tombe, ça doit venir des Iraniens, la reprise en main de ce pays-là, ou en tout cas de quelqu'un qui vient de là. Est-ce que ça peut être le fils du chat? Je ne le sais pas. Mais ce que je pense, c'est que ça peut pas être. On ne peut pas arriver là et dire bon, OK, le régime tombe et on implante un type là, qui a passé sa vie aux États-Unis et qui n'a aucune connaissance de. En tout cas, ça me paraît un peu illusoire. Là. Il faut que ça vienne de la place. On vient d'avoir le discours du trône au Canada avec un gars complètement déconnecté qui lisait un texte woke, puis le gars vit dans un univers de porcelaine à Londres. Ça reste aussi délirant pareil. Le Canada a quand même un roi en Angleterre là, aussi déconnecté. Sinon plus, on remarque qu'il c'est vrai qu'il lui gère rien là, sur le plan pratique. Là. Mais cette question-là est c'est juste des figures de légitimité, c'est juste l'incarnation de quelque chose. C'est l'incarnation d'un pouvoir ou d'un symbole. Mais en terminant, peut-être, cette question-là est un peu elle est parasitée par la question israélienne, j'ai envie de te dire, parce que là, les gens voient tout en termes de blanc et de noir. Là, c'est soit tu es pour l'Iran ou tu es un suppôt d'Israël, agent du Mossad. Là, donc, tu nous le disais avant de commencer, puis j'aimerais ça que tu l'expliques parce que je trouve que ta formulation est bonne. Je pense que les gens ont une lecture pandémique de la géopolitique maintenant et tout est dirigé vers des visions extrêmement binaires. Là. Donc, là, il y a comme un camp à prendre. Là. Donc, on est dans l'équipe Iran anti-occidentale ou on est dans l'équipe du complot juif essentiellement. Là. C'est un peu comme ça que les gens voient la chose. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi d'ailleurs. Un certain nombre d'entre eux ont été politisés durant la pandémie et ça crée une lecture particulière du monde et on a créé. La pandémie, évidemment, a débouché sur beaucoup de méfiance envers les gouvernements occidentaux pour des raisons légitimes. Nos gouvernements occidentaux, malheureusement, ont été complices d'une entreprise d'ingénierie sociale. On a profité d'une crise pour implanter de nouvelles habitudes, notamment le télétravail, etc. Donc, on a été manipulés, en gros, durant la pandémie. Là. Ça, c'est vraiment un euphémisme. Donc, cette méfiance-là est en train de se transposer effectivement à l'échelle internationale. Et il y a des gens qui auraient envie maintenant de prendre pour les BRICS contre l'Occident, mais en oubliant quand même que parmi ces gens, parmi ces régimes-là, c'est des régimes moins démocratiques encore que ceux des pays occidentaux qui sont imparfaits, mais qui restent à ce jour plus démocratiques que ces régimes-là. Donc, je pense que de prendre acte d'une transformation du monde, de déplacement du centre de gravité du monde vers, évidemment, les pays du Golfe ou tout ça, il faut s'apercevoir de ce qui se passe. L'Occident perd de la puissance aussi à l'échelle mondiale. Mais si on est attaché aux droits et libertés, on est attaché à des idéaux occidentaux. Ce n'est pas le Brésil de Lula allié avec la Chine qui va garantir la démocratie et va garantir les droits et libertés dans le monde. Donc, moi, je trouve ça assez curieux quand même que des gens aient ce parti pris-là aussi assumé, affiché, décomplexé pour des régimes qui ne partagent pas, en fait, les valeurs qui sont censées prôner. Si vous pensez être libertarien et que vous avez un regard favorable envers la Chine, vous êtes censé être contre le crédit social. Donc, nous, ce qu'on critique, c'est plutôt l'adoption par la démocratie occidentale de traits de régimes autoritaires. L'idée, c'est de devenir les régimes autoritaires contre l'Occident hypocrite. Là. Donc, écoute, puis comme tu dis, c'est très manichéen. Et les gens voient dans l'Iran un grand résistant face à Israël. Il y a plein d'Iraniens qui prennent secrètement pour Israël
parce qu'ils veulent voir leur régime tomber. Ils veulent quasiment avoir des bombes chez eux. C'est ça les témoignages qu'on reçoit. J'ai fait une entrevue là, avec Mme Manal Shirali, une grande politologue iranienne, et elle travaille justement comme sociologue à recueillir à prendre le pouls de l'opinion publique iranienne. Et les Iraniens, beaucoup d'Iraniens espèrent, c'est ça, secrètement, qu'Israël va être la goutte qui va faire déborder le vase pour le régime des Mollahs. Donc, est-ce qu'Israël instrumentalise, est-ce que c'est de la stratégie machiavélique? Évidemment qu'Israël ne donne pas sa place, là. Puis on n'est pas obligé d'être pour tout ce que fait Israël, etc. Puis bon, Gaza, je trouve ça nettement excessif. Là, bon, les gens qui ont été vraiment tués en allant chercher de l'aide humanitaire, ça n'a aucun bon sens, là. C'est un conflit un peu insoluble, là. Mais dans la perspective vraiment iranienne, mettez-vous à la place des Iraniens. La plupart d'entre eux veulent un changement de régime. Ils ne pensent pas que leurs dirigeants ils résistent aux monstres sionistes. Là. Les Iraniens réfléchissent absolument pas comme ça. Ça, c'est les Occidentaux qui pensent comme ça. Non, les Iraniens, eux, non. Écoutez, c'est la misère noire en Iran. Là. Non seulement c'est la misère noire, mais c'est la police des mœurs. Ils assassinent des jeunes filles qui ont enlevé leur voile. On fait croire qu'il y a eu aussi des jeunes écolières qui ont été massivement empoisonnées. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, et tout d'un coup, 300 fillettes sont empoisonnées dans une école. On ne sait pas trop qui a fait ça. C'est très, très louche. Ce régime est à bout de souffle et doit tomber. Mais moi, je comprends pas pourquoi des gens... En fait, je comprends pas par quel chemin mental des gens pouvaient aller manifester avec des slogans genre Trudeau dictateur ou Legault dictateur, puis après ça, se tourner de bord et dire que l'Iran est comme un résistant face à l'impérialisme judéo-américain. Je veux dire, il y a quelque Ça chose perce à là-dedans. droite. On le voit sur X. Il y a vraiment des gens très à droite aux États-Unis qui publient des photos des ayatollahs comme si c'était Che Guevara, etc. Écoute, c'est quand même hallucinant, là. Il y a quelque chose aussi, un schisme à l'intérieur de la droite américaine actuellement. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas juste être isolationniste. C'est que là, il faut quand même faire attention. Là, si tu es aligné sur les BRICS, géopolitiquement, c'est que là, tu défends plus les intérêts quand même des États-Unis. Là. Mais c'est vraiment la question de... Moi, je pense que si c'est... Mettons que c'est l'Iran... mettons que c'est la France qui est opposée à l'Iran dans cette histoire-là. Il n'a pas cette discussion-là. C'est vraiment l'aspect Israël de la chose qui fait dérailler tout le truc. Là. Ça paraît dans l'intensité des réactions, dans les accusations d'être un agent. Écoutez, demain matin, là, la France mènera une opération contre l'Iran en disant l'Iran nous menace. Il n'y a personne qui nous accuserait d'être des agents du service secret français. Là. De relayer ce sujet-là puis d'en discuter. C'est strictement lié, moi, je pense, il y a une fascination dans certains siècles, quasiment morbide pour la question sioniste puis d'Israël. Il y a vraiment il y a une focalisation sur ce sujet-là qui, je pense, amène un peu à du n'importe quoi. Là. Je veux dire, n'importe quel pays occidental sera en conflit contre l'Iran, que je pense qu'il n'y aurait pas ce sujet-là. Après, non, ça ne veut pas dire, comme tu l'as très bien dit, ça ne veut pas dire de supporter Israël sur tout ce qu'ils font, ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur des dérapages à Gaza, ça ne veut pas dire de penser que le Mossad, ça, c'est des enfants de cœur, tout ça, ça ne veut rien dire de ça. Israël, c'est un régime comme n'importe quel autre qui peut être critiqué. Moi, je l'ai dit bien des fois, je pense que Netanyahou, il se maintient au pouvoir parce qu'il sait que s'il n'est plus au pouvoir, il risque de finir derrière les barreaux, là, pour des raisons de corruption et autres. Là. J'ai beau dire ça, c'est comme si ça ne rentre pas. Je viens de le dire, là, ça va sortir d'une oreille, puis ça va rentrer d'une oreille, puis ça va sortir par l'autre, puis il va y avoir des commentaires du genre « Vous êtes intégralement pro-Israël, hystériquement pro-Israël. » Mais je viens de te dire que le chef de l'État peut probablement finir en prison, mais je serai un agent du Mossad. Tu comprends? C'est comme si on vient de perdre la réalité là, pour une partie des gens. Ils sont même plus capables d'entendre ce qui sort de la bouche sans l'interpréter dans leur espèce de grille de lecture manichéenne de l'Iran comme une espèce de pôle de résistance au complot. C'est dit l'Iran, écoutez, là, les pauvres Iraniens, racontez-leur pas ça. Là. Il y a des gens en Occident qui prennent pour leur bourreau. Ils ne trouveront pas ça drôle. Là. Donc, non. Ben non les gens, écoutez, prêtez l'oreille. Là. Le peuple iranien souffre beaucoup, beaucoup. Et non, ce qu'il veut, c'est la fin de ce régime-là.
c'est officiel. C'est les témoignages qu'on a. Il y a une distorsion de l'information. Mais c'est pas d'hier, par contre, Frank, tu le sais. Michel Foucault s'enthousiasmait pour la révolution islamique. Oh oui, puis Donc, la gauche, en fait, c'est naturel chez elle d'avoir cette fascination pour les figures de l'islam. Mais ce qui est nouveau, c'est la droite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite américaine, même un peu, je ne sais pas, Tucker Carlson est rentré là-dedans, mais là, qui glisse tranquillement vers est-ce que l'Iran ce serait pas. En fait, le grand paradoxe de ça, c'est tu sais quoi? C'est que c'est une partie des gens qui sont, en termes de politique intérieure, ils sont islamophobes. En termes de politique extérieure, ils sont islamophiles. Moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est que c'est des gens qui nous accusent, en fait, moi qui m'accuse d'être en faveur d'une espèce de grand remplacement puis d'être à quatre pattes devant l'islam. Et quand il est question de politique internationale, c'est eux qui se mettent à quatre pattes devant des théocraties islamistes. Ben, c'est vraiment. Il y a quelque chose de lunaire là-dedans. C'est ce qu'on appelle les fameux woke de droite. Tu sais, Konstantin Kessin, le comédien britannique, en parlait souvent à quel point que, même que tu parlais de Tucker Carlson, on est rendu quasiment en mode révision de la Deuxième Guerre mondiale, quasiment pour dire que c'est la faute de Churchill si la Deuxième Guerre mondiale est partie, puis finalement, c'était pas lui, que c'était quasiment un trou de cul, puis c'est pas lui qui a sauvé l'Europe, puis je dis, non, ça va Ah oui, il y a ça. Il invite des genres de pseudo-historiens qui a fait beaucoup réagir, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, pour quasiment dire justement. En gros, quasiment faire l'apologie que les nazis, c'était peut-être pas épire finalement. On tabarnage. C'est quoi là? C'est n'importe quoi. Écoute, ça va trop loin, ça. Non, c'est ça. C'est carrément, c'est move de goalpost, puis on chire de l'autre côté. C'est pas mieux. Il y a un aspect clic aussi. Oui. Non, c'est qu'il faut faire plus attention que le mécontentement envers les gouvernements occidentaux ne vire pas carrément en mouvement anti-occidental. Et il y a ça beaucoup sur la toile. Et les régimes, honnêtement, et c'est là que Vladimir Poutine doit rigoler beaucoup. Là. Ils s'en servent, ils le savent très bien. Là. Il y a une propagande qui est faite de ce côté-là, très clairement. Là. Écoute, j'aimerais remercier quelques commanditaires qui ont été commanditaires de ce podcast-là. Donc, Barbecue Québec, TLF Dessin, Ready for Canada, Ranch Brand et Cellzone.ca qui ont permis à qui permettent entre autres à ce podcast-là d'exister et d'avoir des discussions de géopolitique en compagnie de Jérôme. Ben, Jérôme, merci d'avoir été là. On rappelle aux gens, Libre Média. Donc, allez faire un tour sur Libre-Média. J'ai énormément de matériel. Merci, Frank. Merci à vos commanditaires, effectivement. Allez surveiller ça. Il y a plusieurs articles qui vont sortir là, dans les prochains jours. Puis sur l'Iran, on a du stock aussi. Puis on a eu des textes sur la Saint-Jean, puis... Oui, on n'a même pas eu le temps de parler de ça. Je voulais t'entendre un peu sur le décès de Fiori, la Saint-Jean, tout ça. Bon, il y a toujours des thématiques un peu nationalistes qui reviennent là-dedans, mais écoute, on aura peut-être l'occasion de rejaser de ça éventuellement. Donc, merci d'avoir été là, Jérôme, pour on invite les gens à suivre Libre Média, évidemment. Merci à tous. À bientôt. Bye.